Sens de la visite, Jérémy Thomas, le podcast qui écoute. vos histoires de l'art. Jean-Pierre Reynaud est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands artistes contemporains français. Depuis plus de 50 ans, son œuvre, saluée par la critique et reconnue à travers le monde, est exposée dans les plus grands musées internationaux. Adepte des œuvres monumentales et des expositions événements, il est également connu dans le monde de l'art pour avoir réalisé quelques coups d'éclat, comme lorsqu'il a installé une de ses œuvres phares, le pot doré, en plein cœur de la cité interdite de Pékin. C'est ce même pot, recouvert de feuilles d'or et emblème de son art, qui s'est ensuite posé devant le centre Pompidou pendant plusieurs années. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il n'était absolument pas destiné à devenir cet artiste majeur de l'art contemporain. Au tout début des années 60, un diplôme d'horticulture en poche, il s'apprête à devenir paysagiste. Mais un matin, il décide de s'exprimer et de faire de sa vie une vie d'artiste. La chance qu'on a avec l'art contemporain, c'est, contrairement à d'autres périodes de l'histoire de l'art, c'est qu'on peut rencontrer les artistes et leur parler. Alors, par un matin froid et ensoleillé de janvier, je suis allé chez lui, à Paris, près du métro Alésia, dans la célèbre résidence d'artistes de la rue des Plantes. Avant lui, Max Ernst, Soutine, ou même le résistant Jean Moulin ont habité ici. Quand je suis arrivé, l'immeuble était en travaux et se dégageait une forte odeur de peinture fraîche. Il m'a ouvert la porte avec délicatesse et je suis rentré dans son espace de vie, tout de blanc et de lumière vêtue, où rien n'est superflu, tout est précis. Au milieu de ses œuvres et de ses plantes, il habite et travaille ici. Si j'attends quelque chose des êtres humains, c'est de voir comment ils passent de l'enfance à la fin de leur vie. Quel est leur parcours, comment ils s'en tirent. Je fais de l'art comme je respire. Je vais essayer de respirer le mieux possible. Donc je vais essayer de faire de l'art le mieux possible. Je me souviens que lorsque j'ai rencontré Jean Tinguely et Niki de Saint-Phal, c'était en 63, quelque chose comme ça, dans un lieu qui était un peu improbable pour moi, c'était dans Paris. J'avais à la main du reste, je crois, un pot de fleurs et un pot de signalisation. Je venais les montrer à quelqu'un et Jean et Niki étaient là. Et ils m'ont dit « Tu fais quoi ?» Je leur ai dit « Je fais ça. Je ne sais pas pourquoi, mais en tous les cas, ça me fait du bien. » Ils m'ont dit « Tu es un artiste, tu fais ce qu'on appelle des œuvres. » Je leur ai dit écoutez, si vous me dites que je suis un artiste, je veux bien, je suis un artiste. Moi, j'ai rien fait pour avoir ce statut-là, parce que je suis autodidacte, je n'ai pas fait d'école d'art, et pour moi, l'art, c'était un moyen de m'exprimer, et ça n'est pas un but dans ma vie. J'aimerais comprendre ce qui s'est passé le jour où tu as créé ta première œuvre d'art, c'est-à-dire le jour où tu as mis du ciment dans un pot. J'avais fait des études d'horticulture, je devais être jardinier, dans le meilleur des cas paysagiste si j'avais des ambitions. Et puis la guerre d'Algérie est arrivée, c'était en 1959. J'ai fait 2 ans et demi de service militaire. Comme mon père avait été tué pendant la guerre, j'étais pupille de la nation parce que mon père avait eu une mention mort pour la France. Donc j'étais exempt d'Algérie. Et très heureux parce que moi, les guerres coloniales, c'était pas spécialement mon histoire. Donc je suis resté à Paris, à la Défense nationale. J'étais secrétaire d'un colonel qui était extrêmement sévère et tout ça. C'était le service des renseignements. C'est un service très strict, très sérieux et très secret de la politique militaire. Mon service s'occupait de la torture en Algérie. C'était les dossiers. Et comme j'étais secrétaire de ce colonel, me passait toute la journée des dossiers sur la torture en Algérie. Ce qui fait que, sans avoir été en Algérie, je crois que j'ai été aussi traumatisé que quelqu'un qui avait été en Algérie. En tous les cas, moi, j'en suis pas sorti indemne. Et quand je suis sorti, je me suis retrouvé incapable de rentrer dans la vie réelle et je suis resté 1 an alité parce que je ne voulais plus vivre de nouveau la vie normale. J'étais plus adapté.
Et ma mère, très généreusement, avec beaucoup d'amour, m'a nourri à la petite cuillère, carrément, dans mon lit. Et puis, je pensais que jusqu'à la fin de ma vie, j'allais rester comme ça, allongé de cette façon-là, sans vouloir vivre la vie réelle, la vie de tout le monde. Et subitement, au bout d'un certain nombre de temps, au bout d'une année, il s'est passé quelque chose dans ma tête, dans mon cerveau, qui fait que j'ai éprouvé le besoin de me lever, parce que je restais allongé. Du reste, c'est à ce moment-là que j'ai pris, je crois, 10 cm de plus, parce que quand on est allongé, c'était la croissance encore. Et là, je me suis levé. Je n'étais pas sorti depuis 1 an dans la rue. Je suis descendu de notre petit immeuble. Nous habitions à Colombes, dans un petit immeuble. Je suis allé dans la cour, comme ça, guidé, comme si quelque chose m'attirait. Il y avait des garages et j'avais un box de voiture, parce que j'avais ma 2 chevaux qui était là et qui avait les pneus complètement crevés depuis longtemps, évidemment, comme une belle endormie. Je suis rentré dans ce garage et j'ai vu à l'entrée à gauche, je m'en souviens vraiment comme si c'était hier, j'ai vu quelques pots de fleurs qui étaient là les uns sur les autres, un sac de ciment et un pot de peinture rouge. Et là, j'ai été pris d'une sorte de fièvre, ou d'une sorte de rendez-vous. Je me suis mis à faire du ciment, avec les mains. Il n'y avait même pas de pelle, il n'y avait rien. J'étais dans un état presque fiévreux. Je l'ai mis dans un pot de fleurs. Je ne sais pas ce que ça voulait évoquer, mais en tous les cas, ça avait l'air de me plaire. Et il y avait 3 ou 4 pots là, et j'ai rempli ces pots avec du ciment. Je n'étais pas un artiste, j'étais un particulier simplement qui avait des pulsions. Mais comme un geste magique, comme un rituel particulier, je me suis retrouvé avec 2 ou 3 formes absolument incroyables. Pour moi, aujourd'hui, ça me fait penser plus à un geste primitif, quelque chose comme ça, une sorte de rituel de transe, je ne sais pas. Je me suis senti, mais d'un seul coup, complètement bien, comme si, dans le fond, je venais de naître, et j'avais complètement oublié cette année passée dans mon lit, l'Algérie, les traumatismes et tout ça. J'étais dans une sorte d'euphorie. J'ai l'impression que c'est ce jour où j'ai commencé à naître, en réalité, à être un être vivant. Et j'ai tellement aimé ça, j'ai acheté quelques pots de fleurs, j'en ai refait d'autres, mais avec un pinceau. Et puis, ça ne suffisait pas à moi. J'avais besoin qu'il se passe quelque chose. Je suis sorti dans la rue et j'ai vu, comme dans toutes les rues du monde entier, il y avait un panneau de sens interdit qui était là, et j'ai fait ce geste sacrilège, je l'ai volé, je l'ai décroché, je l'ai pris. Comme si je prenais un coquelicot dans mes mains, un bouquet de fleurs et une chose comme ça. Là, je suis devenu un autre homme, et c'est un tout petit peu plus tard, quelques mois plus tard, que j'ai rencontré Jean Tinguely et Niki, quand j'ai raconté cette histoire, où ils m'ont dit « Qu'est-ce que tu fais avec ça ?» Et je leur ai dit « Mais je ne sais pas ce que c'est ». Ils m'ont dit « Mais tu es un artiste ». Cette femme qui m'a enchanté, qui m'a fait naître en quelque sorte, qui m'a fait me découvrir. Pendant 50 ans, j'en ai fait des plus grands, des plus petits. Voilà, je ne me suis jamais lassé. C'était quelque chose qui me faisait du bien. Et je me disais que si ça me faisait du bien, je pouvais le montrer aux autres. Je ne leur demandais pas d'aimer ce que je faisais, mais je leur disais, ceci m'a fait du bien. À moi, ça m'a fait du bien parce que ce pot, pour moi, il a représenté l'art contemporain quand il était exposé devant le Centre Pompidou. Je me suis dit, ça doit être ça, notamment l'art contemporain. C'est prendre le risque de mettre un pot en hauteur et de le recouvrir de feuilles d'or. Et donc, ce pot, après, il a été exposé un peu partout dans le monde. À la Cité interdite de Pékin et dans plein de pays. Est-ce qu'il y a un endroit qui t'a marqué où tu l'as pu l'exposer ? Il a fait les plus beaux endroits du monde, ce pot. J'ai fait des expériences sans fin dans le monde entier avec les pots en général. À ce moment-là, j'avais un sponsor qui était Cartier. Alain-Dominique Perrin a été un homme remarquable à mon égard, comme les Médicis à la Renaissance. Et du reste, c'est grâce à lui que je me suis retrouvé devant le Centre Pompidou, parce que cette œuvre leur appartenait. Et il m'a dit, est-ce que tu veux rêver avec cette œuvre ? Et je lui ai dit, écoute, moi, ce qui serait formidable, c'est de pouvoir l'amener au bout du monde. Les œuvres d'art, ça se termine toujours dans les musées, toujours un petit peu poussiéreux et un petit peu triste. La vraie vie, c'est quand même, c'est dans la vie, à l'extérieur. Et il m'a dit, fais-moi une proposition. Moi, mon idée, c'est de faire voyager ce grand pot recouvert de feuilles d'or
dans différents endroits. Et puis ensuite, il reviendra à Paris. Il aura voyagé. Il est parti à Berlin, sur un endroit où il y avait un énorme chantier à ce moment-là, qui était la Potsdamer Platz. C'était le Berlin qui se reconstruisait. C'était un chantier titanesque. Je me souviens très bien avoir suspendu au bout d'une grue, à peut-être 50 mètres de hauteur, ce pot qui était au-dessus du chantier. Et quand il y a eu l'inauguration, une inauguration alors très chic, très quartier, avec des mécènes du monde entier, des millionnaires, on ne parlait pas de milliardaires encore à l'époque. Il y avait peut-être 2000 personnes qui étaient dans ce chantier en bas avec une coupe de champagne à la main. Le pot était dans le ciel, au-dessus de tous ces gens. Et je me disais, mon rêve, ça serait que le pot tombe. Pas pour faire mal à ceux qui sont en dessous, mais comme quelque chose d'extraordinaire qui arrive. Avec les œuvres d'art, moi j'attends toujours qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Et malheureusement ou heureusement, le pot n'est pas tombé, tout le monde était content, et le pot a continué à vivre ensuite d'autres étapes. Il a voyagé, et il a été en particulier à Pékin, dans la Cité interdite. Et pas n'importe où, dans la cour de la Suprême Harmonie, qui est juste devant, qui est l'entrée de la Cité interdite, où il y avait l'empereur. C'était un objet qui était recouvert de feuilles d'or, et dans la Cité interdite, culturellement, la feuille d'or est quelque chose que l'on voyait aussi, et cet objet tombé du ciel était comme un ovni qui était tombé là, comme s'il était arrivé par hasard, par le ciel. C'était pas une exposition, c'était une apparition. C'était complètement magique. Aujourd'hui, je pense que ça serait impossible de mettre une œuvre d'art dans la Cité interdite. Je n'en suis pas spécialement fier pour moi. Je suis fier pour l'art. Je me dis, il y a des rendez-vous. Parfois, les rendez-vous, ça marche. Et celui-là a marché. Au début des années 70, tu construis une maison tout en carreaux de faïence blanc à la Selle Saint-Cloud. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour que tu construises une maison tout en carreaux de faïence blanc ? Ça vient alors là des événements aussi du moment. En 68, parce que c'est juste avant, je me souviens, j'étais à Paris et donc j'ai vécu la période 1968 que tout le monde connaît. J'étais jeune, j'avais l'âge des étudiants, que j'avais quelques années de plus simplement. J'ai vu dans Paris des endroits où ça brûlait, les bagnoles, et ça a été quand même une sorte de choc assez impressionnant. Et je me suis senti tout de suite mal à l'aise avec cette révolution. C'était pas la mienne. Je ne m'y retrouvais pas. Ça ne m'étonnait pas parce que moi j'étais quelqu'un de totalement introverti dans ma nature. Je cherchais en moi des solutions, tandis que les étudiants cherchaient en eux certes des solutions, mais ils le cherchaient d'une façon sociétale. C'est-à-dire qu'ils voulaient ensemble changer le monde. Voilà. Et moi, ensemble changer le monde, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, tout seul, agir sur ma vie, oui. Changer le monde, non, je laisse à d'autres le soin de le faire. Moi, je ne sais pas faire ça. Comme j'étais un artiste aux Beaux-Arts, on m'a demandé de venir faire des affiches pour la Révolution, en quelque sorte. Et je suis un des rares artistes qui a refusé ça. Donc j'étais déjà très mal noté. J'ai marqué mon territoire en exprimant que j'avais rien apporté dans cette histoire, que je l'ai laissé faire, moi je les jugeais pas. J'ai senti qu'il y avait le monde extérieur et mon univers à moi, d'être humain. Et en 68, justement, à la fin de 1968, j'achète un terrain à la Selle Saint-Cloud en me disant, je vais construire un endroit pour être dans cet endroit. Et puis voilà, je vais être isolé de ce qui se passe à l'extérieur. En construisant cette architecture, très rapidement, je me suis rendu compte que le monde extérieur, la pression était telle que finalement la maison est devenue une sorte d'architecture assez fermée qui me protégeait du monde extérieur. Au bout de 2-3 ans, elle était non seulement fermée, mais elle ressemblait à un véritable blocos, carrément. Et j'ai eu la nécessité de trouver de la lumière dans mon histoire. J'étais quelqu'un qui aimait la vie, mais à ma façon. Et là, j'ai fait appel à la céramique, aux carreaux de céramique blanc, et j'ai commencé à tapisser les murs. Et je trouvais ça tellement lumineux, tellement beau, tellement intemporel, que j'ai tapissé le plafond, j'ai tapissé le sol. Et ensuite, dans cette maison, il n'y avait plus un seul endroit où il n'y avait pas du carrelage.
au milieu de ça, je me suis dit, là, je suis ailleurs. Je suis un peu comme dans une capsule spatiale. Je suis ailleurs. Je ne suis pas dans ce monde de mai 68. Je ne suis pas dans le monde à l'extérieur avec ses revendications. Je suis dans mon monde à moi. Donc, je ne vous fais pas de mal. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Voilà. J'ai été tellement heureux de cette expérience individuelle que je suis resté 23 années dans cet endroit. Alors je sortais, bien sûr, mais j'avais aussi ma façon de vivre les choses. Par exemple, il n'y avait pas de cuisine. Je ne voulais pas être dans un lieu convivial. J'étais dans une sorte un peu comme un sous-marin atomique, dans un endroit où je me sentais toujours un petit peu en danger. C'est-à-dire que le monde extérieur me paraissait toujours un danger qui pouvait apparaître. Donc je sortais de la maison pour me nourrir. Et du reste, je recevais pratiquement personne dans cette maison. C'était un lieu assez austère, mais magnifique. Et je l'ai transformé plusieurs fois, et c'est devenu, après, une sorte de palais des 1001 nuits et tout ça. Dans la tête, quand on rêve, tout est possible, tout est permis. Tout est permis. Et je l'ai concrétisé. Et du reste, à la fin, moi j'avais vieilli évidemment énormément à ce moment-là. J'avais peut-être 55 ans ou 57 ans. Je me suis dit, mais finalement, je vais mourir dans cet endroit. Je suis né dans cet endroit, j'ai fait naître cet endroit, et maintenant, je vais mourir dedans. Et je n'ai pas aimé cette idée. Ce n'est pas l'histoire de mourir, parce que l'histoire de mourir, je sais, c'est banal, c'est ce qui arrive à tout le monde. C'est le fait de se dire, c'est la fin de quelque chose. Mourir, c'est ça que ça m'indiquait, c'est la fin. Et je me suis dit, non, je suis vivant, je vais encore intervenir si j'en ai la force, je vais faire un geste qui fait que je montre que je suis encore vivant. Et ce lieu qui était très réputé dans le monde entier, parce qu'il était très connu, particulièrement en Asie, mais aux États-Unis et tout ça, il y avait beaucoup de gens qui l'avaient visité, parce que je faisais parfois des visites inévitablement. Ce lieu, je me suis dit, je vais le faire disparaître. Parce que déjà, on m'avait approché en disant c'est un lieu fantastique, il faut que ça soit classé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire classé? C'est un lieu magique, donc on ne va pas commencer encore à classer. Il y a tellement d'œuvres d'art qui sont classées. La seule solution que j'ai trouvée, c'est de le détruire. C'est-à-dire de pulvériser avec un bulldozer cet espace merveilleux, et c'est devenu une sorte de renaissance, en quelque sorte, cette aventure continuée, parce que je la faisais disparaître moi-même, non pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce que je l'aimais. Je la faisais disparaître parce que je l'aimais, en disant la société n'est pas capable de créer la magie que moi j'ai créée. Qu'est-ce qui va se passer si elle est classée? On va mettre un sanitaire, il y aura les toilettes et le reste. Et je me suis dit non, il faut qu'elle reste pure, il faut qu'elle reste ce qu'elle est. Pour la protéger, je vais la faire disparaître. Et je n'ai jamais regretté d'avoir fait ce geste un jour. J'ai fait venir un bulldozer et puis j'ai dit, on détruit tout. Tu as fait un travail sur les drapeaux, et notamment, tu as fait un travail sur le drapeau cubain. Tu as été à Cuba, et donc tu as rencontré Fidel Castro sur place. Il y a une photo d'un catalogue, d'une exposition que tu as faite là-bas à Cuba, où tu es à côté de Fidel Castro. Et cette photo, je la trouve très marquante. Le dictateur sur la photo n'est pas celui qu'on croit. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette rencontre? Au début des années 2000, c'est en 2000 exactement, l'aventure cubaine. Moi qui suis resté enfermé dans cette maison avec le monde extérieur en face de moi comme quelque chose d'hostile, et détruisant la maison à ce moment-là, en 1993, il n'y avait aucun meuble dans cette maison, hein. C'était d'une austérité absolue. Je suis parti avec une valise à la main, hein. Il n'y avait rien à emporter, puisque tout a été détruit. Et donc je suis parti de cet endroit et j'ai acheté un peu plus loin, du reste, une propriété qui était en ruine à Bougival, où je me suis posé dans cet endroit complètement désolé et magique aussi, qui était assez beau, une ruine totale du reste. Et j'ai continué ma vie pendant quelques années. Là, je me suis rendu compte que d'avoir fait ce geste de détruire la maison, je me suis retrouvé avec donc ma valise dans le monde extérieur, c'est-à-dire tout ce qui, en fait, me terrifiait. Il fallait que le monde extérieur m'accueille.
Là, j'ai éprouvé le besoin de continuer mon travail, mes réflexions sur l'art, mais à travers les drapeaux. Je me suis dit, les drapeaux internationaux, qui sont des signes aussi, comme avant je travaillais beaucoup sur les signes, et finalement les drapeaux internationaux, qui sont tous différents dans le monde entier, représentent vraiment le monde extérieur, représentent les démocraties, les dictatures, toujours le bien, le mal, il y a ceux qu'on préfère, il y a ceux qu'on déteste, il y a ceux qui vous font rien, il y a ceux... Voilà. Et j'ai fait un geste très simple, parce que pour moi, moins c'est plus. Si je peux dire une chose avec moins de moyens, je trouve que c'est plus fort que de le dire avec plus de moyens. Donc, je vais prendre un vrai drapeau, hein, pas une chose qui est faite avec du tissu et qui ressemble à un drapeau. Un vrai drapeau qui a vécu ou qui est neuf, enfin ça m'est complètement égal. Je vais récupérer des drapeaux et je vais, comme un artiste, puisqu'on me dit que je suis un artiste, je vais le tendre sur un châssis, comme un artiste tend sa toile. Et puis avec des clous ou avec des agrafes, je l'agraferai derrière. À ce moment-là, je suis comme un artiste, c'est-à-dire je fais les mêmes gestes qu'un artiste. Je tends ma toile sur un châssis. Avec la seule différence, c'est que pour un artiste, c'est le commencement pour qu'une œuvre arrive, tandis que moi, l'œuvre, elle est terminée. C'est-à-dire que le drapeau signale que je ne vais pas en rajouter, que j'en resterai là. Je veux rester dans cette économie en disant, est-ce que vous êtes capable de regarder ces différentes couleurs, parce que les drapeaux, c'est des associations de couleurs, en fait, qui sont des associations symboliques. J'ai commencé par le drapeau français, et je vais travailler avec tous les drapeaux du monde, parce que j'avais une sorte de boulimie, là, il faut que je travaille. Les artistes ne s'arrêtent pas, ouais, les artistes n'ont pas de rationalité, voilà. Entre autres, j'ai pensé à Cuba. On se dit, le drapeau cubain, ça fait partie d'une histoire incroyable. Oui, l'histoire des missiles, révolution. On peut se poser toutes ces questions sans savoir comment le drapeau est fait. Alors moi, très vite, évidemment, j'étais spécialiste dans les drapeaux, je connaissais tous les drapeaux du monde, donc j'ai bien vu comment le drapeau était fait. Et j'ai pris un vrai drapeau, un authentique drapeau que j'ai tendu sur un châssis. Et puis, c'était à moi d'être assez malin pour arriver à le confronter à Cuba. Donc c'est évidemment une aventure extraordinaire, parce que autant je ne parle aucune langue, je suis quelqu'un qui ne sait pas voyager, parce que je suis un handicapé de la vie. Je n'ai aucun handicap physique, mais je suis un handicapé total, mais par contre j'ai des ressources de survie. Et donc je me suis dit, il faut que je rencontre Fidel Castro et que je fasse la confrontation entre ce que ça représente pour lui et ce que ça représente pour moi. Et j'y suis arrivé, c'est-à-dire que quand on veut, on peut. En tous les cas, moi j'étais tellement motivé que j'ai réussi à approcher les responsables qui étaient près de Castro. Et ben le petit bonhomme que j'étais, enfin ce personnage qui ne parle aucune langue, qui ne sait rien faire, qui ne sait simplement que manier des trucs, j'ai réussi à approcher ces personnes et à leur dire il faut absolument que nous fassions ce rendez-vous-là. Fidel Castro a été évidemment au courant. Il a accepté ce rendez-vous à La Havane. Je dis ça pour qu'on comprenne qu'avec l'art, tout est possible. Il faut simplement avoir une détermination sans faille. Chacun de nous a des choses qu'il sait faire. Et là, j'ai su le faire, tout handicapé que j'étais. Je vais même aller jusqu'au bout. J'ai eu pratiquement le tapis rouge à l'avion. J'ai eu le prix de l'UNESCO aussi à La Havane pour mon travail. J'ai représenté donc la France à ce moment-là. Il m'a reçu. J'ai même déjeuné avec lui. Enfin, nous étions 6 personnes. Ce drapeau tendu sur un châssis a été apporté à l'endroit où Fidel Castro est là. Il y avait évidemment son photographe personnel, parce que les photographes n'avaient pas le droit de rentrer. Je lui ai dit, la moitié est à moi, l'autre moitié est à vous. Et je lui ai fait comprendre que mon geste d'artiste n'était pas de prendre possession de ce drapeau qui lui appartenait aussi. Lui, pour Fidel Castro, c'était son drapeau, et pour moi,
c'était ce geste avec ce drapeau en me trouvant dans cette posture. Sans ça, je n'aurais jamais rencontré Fidel Castro si je n'avais pas été un artiste. Donc c'était en disant, c'est l'art qui donne cette force-là. Êtes-vous capable d'assumer cette force-là? Et Fidel Castro m'a impressionné parce que c'était quand même un intellectuel. Et il a pu, sans se sentir attaqué, enfin, il aurait pu se dire mais qu'est-ce que c'est que ce petit con, qu'est-ce que ça veut dire, je perds mon temps, ou pour qui il se prend, et des choses comme ça. Il a respecté, donc il a compris que je n'étais pas en train de le juger, que la moitié était à lui, l'autre moitié était à l'art. L'autre moitié était à l'art. Et alors ce drapeau se trouve au Palais de la Révolution actuellement, et les ambassadeurs passent devant. Il y était encore il y a quelques années. Donc pour dire qu'il est rentré officiellement comme une œuvre de Reynaud au Palais de la Révolution cubaine. C'est quand même intéressant de sentir que dans un projet politique, le culturel a de l'importance. Il faut savoir qu'au même moment, c'était Bush qui était président des États-Unis, et si j'avais voulu faire la même chose avec Bush, jamais ce rendez-vous n'aurait pu se faire. C'était Bush père, hein. Mais Bush père ou Bush fils, même combat. Je veux dire, je sens bien la mentalité. Il se serait dit, non mais qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est inutile. Oui, exactement, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, voilà, c'est ça. Je ne suis pas en train de défendre Fidel Castro, ni la cause de Fidel Castro. Je reste encore indépendant de cette chose, mais je montre que moi, ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'était un homme. C'était pas un chef d'État, c'était un homme. Ça se passait entre un homme artiste et un homme chef d'État. Et c'est l'homme qui est la base essentielle de mon travail, si on veut comprendre un peu mon travail. Eh bien, ouais, bien sûr. C'est drôle parce que le coup de fil arrive. Trois conseils de visite pour illustrer l'épisode d'aujourd'hui et voir en vrai certaines des œuvres de Jean-Pierre Reynaud. D'abord, le centre Pompidou à Paris, avec le fameux pot doré dont il nous a parlé, toujours exposé sur le toit du musée. En redescendant, arrêtez-vous au 4e étage pour admirer le magistral Conteneur Zéro, œuvre réalisée pour les 10 ans du musée. Quelques kilomètres plus loin, à la Garenne-Colombe, en banlieue parisienne, rentrez dans l'univers de l'artiste en poussant les portes du Mastaba. Cette maison, qu'il a construite lui-même, en carrelage blanc, comme celle de la Salle Saint-Cloud, est aujourd'hui un lieu d'exposition qui renferme quelques-unes de ses œuvres. Enfin, et pour revenir aux sources de sa création, direction la Bretagne, au domaine de Kerguéhennec dans le Morbihan. Ici sont exposés 1000 pots rouges sous une serre en pleine nature, et comme il le dit lui-même, dans cette serre rien ne pousse, rien ne vit, mais rien ne meurt non plus.